Aujourd'hui, on va commencer par Ho'oponopono. Alors, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Et pourquoi Ho'oponopono? En fait, j'ai découvert l'hypnose grâce à Ho'oponopono. En fait, je faisais des recherches sur Internet sur Ho'oponopono parce que une de mes clientes, monitrice d'équitation, m'en avait parlé. Et en recherchant, je suis tombé sur l'hypnose. Et je me suis dit, quel est le lien? Je n'ai pas compris le lien d'ailleurs tout de suite entre Ho'oponopono et hypnose. Et ce lien, je l'explique sur mon profil perso. J'ai fait un post aujourd'hui. Vous pouvez le regarder si vous voulez. Et où j'explique pourquoi il y a un lien en fait. C'est-à-dire que dans l'hypnose, c'est quoi? C'est faire passer des suggestions dans l'inconscient, dans le subconscient, en détournant la barrière du conscient en fait. C'est ça l'hypnose. L'intérêt de l'hypnose, c'est de pouvoir faire passer tout de suite des messages dans le subconscient ou enlever des blocages qui sont dans le subconscient directement sans passer par le conscient, parce que par le conscient, on ne résout absolument rien, jamais. Ho'oponopono, c'est aussi des suggestions. Donc, ces 4 phrases, hein, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. L'ordre n'a pas d'importance, il y a différentes formules, vous pourrez trouver sur Internet différentes phrases. Peu importe, ça n'a pas tellement d'importance, chacun fait la sienne. Moi, celle que j'ai mise sur mon profil, c'est vraiment celle qui me plaît beaucoup, celle de mon coach en hypnose, de mon premier coach en hypnose, parce que j'en ai beaucoup d'autres après. Alors, il y a une deuxième façon, en fait, de connecter à son subconscient, c'est la répétition. Par exemple, quand on apprend à conduire, à force de répéter, ça devient inconscient. On conduit de façon inconsciente. On est inconsciemment compétent. Et donc, Ho'oponopono, par la répétition de ces phrases qui ont un sens pour le subconscient et un sens pour le conscient d'ailleurs aussi quand on les dit, eh bien, on fait passer le message dans le subconscient et c'est pour ça qu'Ho'opono donne des résultats. Alors, pour aller plus loin sur Ho'oponopono, vous pouvez lire ce livre sur Ho'oponopono qui coûte 7,20 € exactement. Hein, donc, c'est vraiment un livre de poche qui vaut vraiment la peine. C'est Joe Vitale qui l'a écrit. Joe Vitale, j'étais sur Zoom avec lui dimanche dernier, donc c'est très récent. Et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Il a écrit 2 livres sur Ho'oponopono, ça c'est le premier. Il y en a un deuxième, il en a écrit 3, mais il n'y en a que 2 qui sont traduits en français. L'idée de répéter, en fait, la répétition fait passer dans le subconscient, et les phrases qui ont un sens pour le subconscient, c'est des phrases c'est des injonctions, on va dire. Ça permet de modifier nos perceptions, notre réalité, notre entourage. On émet des ondes différentes, nos chevaux. Moi, je l'utilise beaucoup en équitation au Ho'oponopono. Chaque fois que je suis dans une situation qui pourrait devenir délicate avec mes chevaux, eh bien, j'utilise Ho'oponopono avant toute chose. Avant de faire quoi que ce soit, je commence d'abord par mes phrases Ho'oponopono pour me mettre dans un état de connexion avec mes chevaux. Et souvent, j'ai rien besoin de faire d'autre. Ça résout simplement le problème. Quand il arrive un tracteur, un camion, je ne sais pas, des choses qui peuvent poser problème, une moto ou n'importe quoi qui peut se passer, je fais d'abord Ho'oponopono et je me décontracte, je me relâche et je suis plus à l'écoute de la réalité et à trouver des solutions en fait, parce que ça ouvre le champ des possibles. Le stress réduit le champ des possibles et la descente des fréquences cérébrales augmente le champ des possibles. Donc on trouve des solutions qu'on ne peut pas trouver quand on est stressé. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas tout faire sur Ho'oponopono, je vais vous raconter juste l'histoire de Ho'oponopono parce qu'elle est vraiment très intéressante. En fait, Ho'oponopono, c'est une philosophie des chamans hawaïens, en fait. Mais leur façon était totalement différente de celle qu'on connaît nous. Et en fait, elle a été adaptée par une chamane hawaïenne qui s'appelle Morna Simeona, qui a créé sa propre méthode. Cette méthode est même passée dans la constitution hawaïenne, donc elle est devenue très importante. Elle a fait des conférences aux Nations Unies, enfin bref. Elle avait créé quelque part, à partir des techniques hawaïennes, elle avait créé une méthode. Et alors, elle a formé le docteur Yulen, qui était un psychiatre, et qui a eu beaucoup de mal à se former, parce que il a
il a pris 3 fois sa formation et les 2 premières fois, au bout de 3 heures, il est parti, il n'en pouvait plus, il pensait qu'elle était folle. Il pensait que Morna Simeona était folle. Et pendant 5 ans, il a pensé qu'elle était folle d'ailleurs, mais il a quand même suivi son enseignement. Et pour un psychiatre, c'était vraiment très déstabilisant. Il avait beaucoup de mal à suivre le raisonnement de Morna Simeona. Et il a été embauché dans un hôpital psychiatrique après sa formation et dans l'aile dure de l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire dans l'aile des meurtriers, des criminels qui ne pouvaient pas être jugés parce qu'ils étaient considérés comme fous, en fait, donc non jugeables. Donc dans l'aile des criminels, c'était terrible, c'est-à-dire que les locaux étaient insalubres, le personnel était en arrêt en permanence, il y avait un gros turn d'un mois, il y avait beaucoup de violence, les prisonniers étaient enchaînés, les mains et les pieds, ils étaient sous médicaments pour les calmer, ils étaient enfermés, beaucoup, enfin il y avait énormément de violence, ça se passait très très mal. Et alors le docteur Yulen, il est arrivé là-dedans, lui, il a fait tout ce que tout ce qu'on pourrait penser qui ne marche pas, c'est-à-dire que déjà il arrivait en retard, il n'était même pas à l'heure. Il n'allait pas aux réunions pour étudier les cas des patients, enfin des personnes qui étaient dans cet asile de fous. Et il n'y allait pas. Les réunions, ça n'intéressait pas. Il rencontrait pas les malades, même pas, il les voyait pas, enfin il les croisait dans le couloir, mais il les rencontrait pas. En fait, il faisait rien, sauf méditer. C'est la seule chose qu'il faisait. On pourrait penser que il serait rien passé, quoi, en fait, hein, le fait qu'il faisait que ça. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que progressivement, les malades ont commencé à changer, on a commencé à les détacher, on a commencé à diminuer leur dose de médicaments, le personnel a commencé à se détendre, à être plus cool, l'aile a été repeinte, enfin bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées et ça s'est amélioré progressivement à tel point que 3 ans plus tard, sans que personne se rende compte de rien, eh bien, l'aile a été fermée complètement. Cette aile-là a été fermée. Tous les malades ont été transférés dans une unité normale, on va dire, entre guillemets, non violente. Et il n'y a que 2 malades qui ont été transférés dans un autre asile psychiatrique pour délinquants. Mais sinon, tous les autres ont été considérés comme guéris. Et le personnel a beaucoup appris aussi de ça, quoi, de cette expérience. Donc, ça m'a énormément marqué quand j'ai appris cette histoire et ça a beaucoup marqué Joe Vitale quand il l'a appris parce que ça paraissait incroyable. En étudiant bien les choses, on arrive à comprendre ce qui s'est passé. Mais de l'extérieur, on se demande comment c'est possible. Comment une personne qui ne fait rien a pu faire changer tout un hôpital psychiatrique, toute une aile dure d'un hôpital psychiatrique. Ça paraît incroyable. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement regardé les dossiers des patients pour voir les crimes qu'ils avaient faits et ressentir en lui comment il ressentait ça et il prononçait les phrases je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, comme si c'était lui qui était responsable des fautes commises par ces personnes. Et il le faisait avant d'aller à l'hôpital, il le faisait à l'hôpital et il le faisait après être revenu de l'hôpital, il le faisait tout le temps. Et il a répété, répété, répété. Au bout d'un moment, le personnel lui a demandé d'apprendre cette méthode, il les a formés, ceux qui étaient volontaires, et plusieurs infirmières se sont formées, et progressivement l'ambiance dans l'hôpital a changé, tout le monde s'est décontracté, et tout s'est amélioré en fait. Et c'est là qu'on voit l'importance en fait du lâcher-prise, de la baisse de tension. En hypnose, on dit de la descente en état alpha, c'est-à-dire dans un état où le cerveau tourne moins vite. Et il faut savoir que l'état alpha, c'est l'état normal des chevaux, en fait. Et nous, quand on approche nos chevaux, on les fait sortir de cet état alpha, c'est obligé, sinon on ne peut pas les faire travailler, donc on les fait sortir de cet état.
et il faut savoir les y remettre. Mais pour ça, il faut savoir aussi nous y mettre dans cet état alpha, ce qui nous permet de communiquer avec nos chevaux. En fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état hypnotique, mais c'est aussi ce qu'on peut faire sans hypnose avec la méthode Ho'oponopono. Je ne vais pas vous renseigner sur Ho'oponopono parce que c'est pas de l'hypnose, mais ça y ressemble. L'hypnose, c'est les suggestions qu'on arrive à faire passer dans le subconscient. Et le Ho'oponopono, c'est la même chose. C'est des suggestions basées sur une détente, basées sur une décontraction, basées sur un lâcher-prise et basées sur une responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est responsable de tout, on a le pouvoir. Puisque le docteur Yulen était responsable de ce que les malades avaient fait, il avait le pouvoir de les changer. Alors que s'il ne s'était pas senti responsable de ça, s'il avait été détaché de ça, comme tous les psychologues avant lui, qui avaient tenu un mois, eh bien, il aurait obtenu aucun résultat comme les autres, et au contraire, il se serait épuisé à la tâche, et puis il aurait abandonné parce que c'est le lâcher-prise qui a une grosse puissance en fait. Et c'est valable aussi quand on est avec nos chevaux de la même façon. Oui, les phrases, c'est 4 phrases. Corinne, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Alors au début, ces phrases-là, moi je les utilisais quand j'avais une pensée négative qui me venait. Il faut savoir que 70 à 80% de nos pensées sont négatives en fait. Donc quand une pensée négative me venait, je prononçais les 4 phrases. C'était déjà un début, mais c'est pas que ça au Ho'oponopono. Et après, quand on approfondit, on sait que chaque phrase a une importance capitale. Le je t'aime, que ce soit pour nous ou pour l'univers ou pour les autres, ça a une importance capitale. C'est même tout en fait. S'il n'y a qu'une phrase à garder, c'est celle-là. Elle est difficile à prononcer pour beaucoup de gens parce que elles sont toutes difficiles à prononcer pour beaucoup de gens. Je t'aime, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas pourquoi ils diraient qu'ils sont désolés parce qu'ils ne se sentent pas responsables de tout. Or, on est responsable de tout. On est responsable parce que déjà l'extérieur, on le voit avec nos yeux et c'est pas la réalité. C'est notre vision. Donc on est responsable de ce que l'on voit. Et en plus, tout est polarité. C'est-à-dire qu'il y a autant de positifs que de négatifs en toute chose, donc tout est polarisé. Donc si on voit que le négatif ou si on voit que le positif, on est dans l'erreur et on devrait normalement voir le côté positif, le côté négatif. Pardonne-moi s'il te plaît, c'est la notion de pardon qui est très importante aussi dans le développement personnel. Et merci, c'est la notion j'ai perdu le terme, de reconnaissance, pas de gratitude, pardon, voilà. C'est la notion de gratitude qui est immensément importante parce que si on a de la gratitude pour ce qu'on a, on en aura toujours plus. C'est le principe. Et donc ces 4 phrases ont une puissance énorme pour notre cerveau, pour notre compréhension du monde, pour notre façon de nous comporter. Et quand on change notre façon de nous comporter, eh bien on change le comportement de nos chevaux. Et donc tout part de là. On ne peut pas faire d'hypnose avant d'avoir passé cette étape-là de responsabilité déjà, parce que 80% des gens ne s'estiment pas responsables de rien, même pas de ce qui leur arrive à eux, et alors qu'en fait on est responsable de tout à 100%. Il n'y a pas un partage de responsabilité, c'est nous à 100% qui sommes responsables. Et quand on comprend ça et qu'on accepte ça, on devient très puissant. Parce que du coup, on a les solutions en nous pour résoudre tous les problèmes qu'on peut avoir avec les chevaux ou dans la vie, avec nos proches, avec des gens avec nos voisins, avec n'importe qui. J'ai aidé des gens à résoudre des conflits avec leurs voisins. Grâce à cette méthode-là, j'en ai moi-même résolu avec mes voisins, avec cette méthode. Donc, une méthode très puissante pour tout, en fait. Elle sert à tout. Alors, Corinne. La méthode Coué, effectivement, c'est aussi une méthode qui ressemble à ça. Émile Coué est un grand hypnothérapeute aussi, qui a beaucoup inspiré Milton Erickson, qui a créé l'hypnose ericksonienne, qui est très célèbre aux États-Unis, Émile Coué, aux États-Unis. Donc oui, Coué s'est inspiré de l'hypnose, des techniques hypnotiques, et l'auto-hypnose, notamment la méthode Silva, a été créée par Émile Coué. Donc tout ça, c'est les mêmes
techniques qui sont revues et corrigées sous différents noms, mais Émile Coué est à l'origine. Bon, avant Émile Coué, il y a eu Antoine Mesmer, mais Émile Coué obtenait des résultats incroyables juste par la suggestion euh, qu'il faisait faire à ses clients, parce qu'il était pharmacien, et donc quand les gens venaient dans sa pharmacie, il leur donnait des médicaments, il leur donnait des phrases à répéter, et c'était beaucoup plus efficace quand les gens répétaient les phrases que quand les gens ne répétaient pas les phrases. Donc il avait créé toute une méthode, et il a été très moqué en France, alors qu'il est une célébrité aux États-Unis. Il a fait une tournée triomphale aux États-Unis, il est très célèbre aux États-Unis, Émile Coué. Alors que, voilà, en France, on a laissé passer le train, on s'est pas occupé de lui, et pourtant on avait bien tort. Et mon premier prof d'hypnose, c'est un fan d'Émile Coué, et il est pharmacien aussi d'ailleurs, donc du coup il a des points communs avec Émile Coué. Et du coup, c'est vrai que la méthode Coué est à la fois simple et très puissante aussi. Et Ho'oponopono reprend un peu tout ça en fait. Et Ho'oponopono, donc toutes ces méthodes se ressemblent, mais pour moi Ho'oponopono c'est un peu le socle sur lequel on peut construire le reste. C'est-à-dire que si on maîtrise pas Ho'oponopono, on peut rien faire d'autre. On peut pas construire au-dessus en fait. Sinon on construit sur du sable. Ho'oponopono c'est les fondations, c'est la base quoi. Quand on a bien compris les bases, moi les livres Ho'oponopono je les ai lus des dizaines de fois les deux livres et je continue à les lire, c'est un peu ma Bible, parce que chaque fois que je les lis, je comprends quelque chose de plus. Et donc voilà, c'est une sorte de Bible pour moi, ces livres-là de Joe Vitale.